Le 1er mai 1945, dans le bunker souterrain de Berlin, Joseph Goebbels et sa femme Magda choisirent la mort. Leurs 6 enfants moururent avec eux, le plus jeune n'avait que 4 ans. Et pourtant, un membre de cette famille survécut. Harald Kant, le fils que Magda avait eu d'un premier mariage, retenu prisonnier de guerre en Afrique du Nord. Il n'hériterait pas seulement du deuil, il hériterait d'un empire industriel. Si ce genre de récit vous saisit, abonnez-vous et laissez un commentaire. Le 4 janvier 1921, à Bad Godesberg, Magda Richel épousa l'industriel Günther Kant. Harald naquit la même année. Le mariage se termina par un divorce en 1929, bien que les deux époux gardassent des relations cordiales. 2 ans plus tard, Magda se remaria avec Joseph Goebbels dans une propriété appartenant à son ex-mari. Adolf Hitler servit de témoin. L'union correspondait parfaitement aux intérêts du régime. Goebbels s'était imposé au sein du parti nazi comme son orateur et stratège le plus redoutable. En 1933, Hitler le nomma ministre du Reich à la propagande, plaçant entre ses mains toute la mécanique de la persuasion publique. Magda, élégante, cultivée et entièrement dévouée à la cause, devint la femme la plus visible du Troisième Reich, la première dame officieuse du régime. Elle assistait aux cérémonies d'État, côtoyait le cercle intime d'Hitler et incarnait l'image que le ministère de la propagande s'évertuait à projeter. Entre 1932 et 1940, Joseph et Magda eurent 6 enfants: Helga, Hildegard, Helmut, Holdin, Hedwig et Heidrun. Ils apparaissaient régulièrement sur les photographies officielles et dans les actualités cinématographiques, présentés comme la preuve vivante des valeurs familiales du régime. Ils étaient des symboles soigneusement mis en scène d'un avenir que l'État nazi prétendait construire. Hitler était, dit-on, attaché aux 6 enfants et accueillait souvent la famille dans ses résidences privées. La demeure familiale de Schwanenwerder, sur une île du Wannsee berlinois, puis leur propriété de campagne près de Lanke, étaient à la fois des cadres de vie privés et des décors de représentation politique. Harald Kant occupait une place singulière dans ce monde. Après le remariage de sa mère, il demeura d'abord chez son père, mais à partir de 1934, il vécut avec la famille Goebbels, fréquenta les mêmes écoles et se rapprocha de son beau-père, qu'il en vint à appeler « papa ». Il restait néanmoins l'héritier de la fortune industrielle Kant, un lien qui façonnerait son avenir bien plus profondément que ses années passées sous le toit du ministre de la propagande. En 1940, après avoir décroché son diplôme de fin d'études, Harald s'engaga volontairement dans la Luftwaffe. Il servit comme lieutenant, participa à la bataille de Crète en 1941, puis fut déployé sur le front de l'Est, puis en Italie. En 1944, les troupes alliées le capturèrent en Italie. Il avait 23 ans et il ne reverrait plus jamais sa famille. Tandis qu'Harald se trouvait derrière les barbelés en Afrique du Nord, la guerre entrait dans sa phase finale. Les forces soviétiques se refermaient sur Berlin. La famille Goebbels, encore au cœur du régime en train de s'effondrer, faisait face à un choix que Magda avait déjà arrêté dans sa tête depuis longtemps. Elle ne laisserait pas ses enfants survivre à la chute du Troisième Reich. À la fin du mois de janvier 1945, le grondement de l'artillerie soviétique parvenait à la propriété des Goebbels à Lanke. Joseph ordonna que la famille soit transférée à Schwanenwerder, plus proche du centre de Berlin. Les enfants, entendant les détonations au loin, demandaient pourquoi le tonnerre grondait sans pluie. Le 22 avril, la veille du jour où l'armée rouge atteignit les faubourgs de Berlin, Joseph et Magda firent descendre les enfants dans le Vorbunker sous le jardin de la chancellerie du Reich. Hitler et un petit groupe de collaborateurs occupaient le Führerbunker plus profond en dessous. Les enfants dormaient ensemble dans une seule pièce. L'infirmière Erna Flegel, qui passa du temps avec eux durant ces journées, les décrivit plus tard comme charmants et absolument délicieux. Le général Bern Freytag von Lorenthoven les résuma dans un seul mot: Strist. Plusieurs personnes tentèrent de faire sortir les enfants. Le SS-Gruppenführer Karl Gebhardt, président de la Croix-Rouge allemande, proposa de les évacuer de la ville. Magda refusa. Albert Speer fit une démarche similaire lors d'une dernière visite. Elle refusa à nouveau. Dans une conversation avec Troy Junge, la secrétaire d'Hitler, Magda expliqua que ses enfants n'avaient aucune chance dans l'Allemagne qui succéderait à la chute du Troisième Reich et qu'elle préférait leur mort à une existence dans le déshonneur. Du bunker, Magda rédigea une lettre adieu à Harald. Elle lui apprit que la famille vivait sous terre depuis 6 jours. Elle précisa qu'elle était restée contre la volonté de son beau-père et qu'elle emmenait les enfants avec elle parce que le monde qui allait suivre ne méritait plus d'être vécu.
La pilote Hannah Reisch emporta la lettre hors du bunker le 29 avril. Le 30 avril, Hitler et Eva Braun mirent fin à leur jour. Joseph Goebbels, désigné dans le testament d'Hitler comme chancelier du Reich, occupa ce poste pendant une seule journée. Le soir du 1er mai, Magda habilla les enfants de leurs vêtements de nuit. Un dentiste SS les sédata à la morphine, puis les empoisonna. Moururent dans leur lit. Peu après, Joseph et Magda gagnèrent le jardin de la chancellerie, où ils avalèrent du cyanure. Des ZSS brûlèrent partiellement leurs dépouilles, mais les flammes ne les consumèrent pas entièrement. Les troupes soviétiques arrivèrent le 2 mai. L'unité du lieutenant-colonel Ivan Klimenko découvrit les restes calcinés de Joseph et Magda dans le jardin. Le lendemain, des soldats pénétrèrent dans le Vorbunker et trouvèrent les enfants encore dans leur lit. Des médecins soviétiques pratiquèrent des autopsies à Berlin-Büch. Dans les mois qui suivirent, les dépouilles furent enterrées, exhumées et déplacées à plusieurs reprises. L'inhumation définitive eut lieu dans un établissement du Smersh à Magdebourg, le 21 février 1946. Le 4 avril 1970, sur ordre du directeur du KGB Yuri Andropov, une équipe soviétique exhuma 5 caisses en bois, brûla et écrasa leur contenu, puis dispersa les cendres dans la Biederitz, un affluent de l'Elbe. La lettre d'adieu de Magda parvint à Harald plusieurs semaines après la fin de la guerre. Elle confirmait ce qu'il avait redouté. Sa mère, son beau-père et ses demi-frères et sœurs avaient tous disparu. Il était le seul de ses enfants encore en vie. Quandt resta en captivité jusqu'en 1947. À son retour en Allemagne, le pays qu'il retrouva ne ressemblait plus à celui qu'il avait quitté. Les villes gisaient en ruines, des millions de déplacés sillonnaient les zones d'occupation. Le nom de son beau-père était devenu l'un des plus hauts nids d'Europe. Mais Harald possédait quelque chose que la plupart des soldats de retour n'avaient pas, une fortune familiale qui l'attendait. Son père biologique, Günther Quandt, avait survécu à la guerre et à la dénazification. Günther avait adhéré au parti nazi en 1933 et portait le titre de Wehrwirtschaftsführer, une désignation accordée aux industriels jugés indispensables à l'économie de guerre. Ces usines avaient produit des munitions, des fusils et des batteries, notamment des accumulateurs pour sous-marins et pour les fusées V2. Après la guerre, les autorités alliées l'avaient enquêté, mais l'avaient finalement classé comme délinquant mineur. Libéré en 1948, il reprit rapidement le contrôle de ses intérêts commerciaux. Harald consacra les années 1949 à 1953 à des études de génie mécanique à Hanovre et à Stuttgart, se préparant à jouer un rôle au sein de l'entreprise familiale. Il épousa Inge Bandekoff, la fille de l'avocat de la société, au début des années 1950. Ensemble, ils eurent 5 filles, Katharina, Gabrielle, Annette, Colline Bettina et Patricia. Le tournant décisif survint le 30 décembre 1954, lorsque Günther Quandt mourut pendant ses vacances au Caire. Sa succession fut partagée à parts égales entre Harald et son demi-frère Herbert. Du jour au lendemain, les deux hommes figuraient parmi les plus fortunés d'Allemagne de l'Ouest. Le groupe Quandt englobait plus de 200 entreprises, dont le fabricant de batteries Varta, le laboratoire pharmaceutique Altana, le conglomérat d'ingénierie IWK, ainsi que des participations significatives dans Daimler-Benz et BMW. Les frères se partagèrent les responsabilités. Herbert se concentra sur Varta et les investissements automobiles. Harald géra les filiales d'ingénierie et industrielles. Leur association intervint à un moment critique. En 1959, la direction de BMW proposa de céder le constructeur automobile en difficulté à Daimler-Benz. Herbert refusa au dernier moment, augmenta la participation familiale jusqu'à en prendre le contrôle et finança le développement de nouveaux modèles qui transformèrent l'avenir de l'entreprise. Harald appuya la décision de son frère. Au début des années 1960, BMW était rentable et en pleine expansion. Harald cultivait également des passions personnelles. Pilote breveté, il traversait l'Europe aux commandes de son propre appareil. Le 22 septembre 1967, un avion de la société qui le transportait de Francfort à Nice s'accracha près de Cuneo dans le nord d'Italie. Il avait 45 ans. Sa fille cadette, Patricia, n'était née que quelques mois après sa mort. L'empire Quandt, avec tout le poids qu'il représentait, allait dorénavant passer à la génération suivante.
Les 5 filles de Harald étaient trop jeunes pour administrer leur héritage à sa mort. Inge Bandekoff, leur mère, veilla aux affaires de la famille avec l'aide d'administrateurs qui commencèrent à gérer la fortune à partir de 1974. Mais la vie d'Inge s'acheva elle aussi dans la tragédie. Elle mourut le soir de Noël 1978, à 50 ans. Les 5 sœurs Quant, dont l'aînée n'avait que 27 ans, se retrouvèrent seules à naviguer entre une richesse immense et une histoire familiale que rares étaient ceux qui comprenaient vraiment. Pendant des décennies, les filles choisirent le silence. Elles s'établirent aux 4 coins de l'Allemagne, construisant des existences discrètes à l'abri des regards. Gabrielle épousa un membre de la famille d'édition Langensteit. Patricia, la Benjamine, mourut en juillet 2005, 4 jours avant son 38e anniversaire. Sa part de fortune fut transmise à ses 2 enfants par voie de fiducie. Cette vie retirée prit fin en octobre 2007, lorsque la chaîne publique allemande ARD diffusa un documentaire intitulé « Le silence des Quant ». Le film examinait l'empire commercial Quant sous le Troisième Reich et révéla ce que les historiens soupçonnaient depuis longtemps, mais que le grand public l'avait largement ignoré. Les fabriques de Günther Quant avaient eu recours à la force de travail pendant la guerre, faisant appel à des travailleurs issus de camps de concentration. Le documentaire présentait des témoignages de survivants, des archives internes entreprises et des preuves que la famille n'avait jamais publiquement reconnu ces liens ni proposé de compensation aux victimes. La réaction fut immédiate. 5 jours après la diffusion, 4 membres de la famille Quant annoncèrent qu'ils financeraient une enquête historique indépendante. Ils ouvrirent les archives familiales à Joachim Scholtisek, historien à l'université de Bonn, en lui accordant un accès sans restriction. L'étude qui en résulta, publiée en 2011, s'étendait à 1200 pages. Sa conclusion était sans détour. Les Quant étaient liés de manière indissociable aux crimes des nazis. Le rapport confirma que plus de 50 000 travailleurs forcés avaient œuvré dans les usines contrôlées par les Quant pendant la guerre. Gabrielle Quant accorda cette année-là un rare entretien au journal Die Zeit. Elle évoqua le poids du passé familial et fit référence au sort des demi-frères et sœurs de son père dans le bunker. Quand on a quelque chose comme ça dans son histoire familiale, on se dit que ça ne peut pas être pire. En 2022, la fortune de la famille Quant avait atteint environ 17 milliards de dollars, adossée à une participation de contrôle dans BMW. Les filles de Harald maintenaient leurs avoirs par la Harald Quant Holding, tout en restant largement en dehors de l'espace public. Le nom Goebbels s'était dit dans un bunker en béton en 1945. Le nom Quant traversa les salles de conseil, les usines et les tribunaux. Magda avait écrit une fois que le monde après le Reich ne méritait plus d'être vécu. Son fils aîné prouva le contraire. Mais ses filles héritèrent à la fois d'une fortune et d'un passé qu'aucune richesse ne pouvait solder. Si ce récit vous a marqué, ne laissez pas l'histoire s'arrêter là. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, likez cette vidéo pour lui donner la visibilité qu'elle mérite et partagez dans les commentaires quelle famille, quel destin ou quel chapitre oublié de l'histoire vous souhaiteriez voir raconter ensuite. Vos suggestions construisent directement les prochains récits et chacune d'elles compte vraiment.